Bonjour à tous. Alors moi je suis chirurgien colorectal. Je fais de la chirurgie du cancer du rectum, mais si vous êtes d'accord, on va faire juste un pas de côté et puis on va changer de casquette et on va dire on va essayer de s'intéresser non plus à la chirurgie du cancer colorectal, mais plus à ce qui se passe après et les séquelles que peuvent laisser ces traitements. Parce que si on peut réussir à réconcilier André et Frédéric, on dirait que grâce à vous deux et l'association des traitements plus que leur concurrence, on arrive quand même aujourd'hui à guérir beaucoup de patients. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une problématique qu'on n'avait pas anticipée, qu'on ignorait au préalable, c'est les séquelles de nos traitements. Parce que s'il y a un point commun entre la chirurgie et l'oncologie et la radiothérapie, c'est que nul ne laisse le patient indemne de son passage. Rassurez-vous, une fois que vous êtes passé, il y a beaucoup de travail derrière. Et donc c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. Alors, Frédéric est passé un petit peu rapidement, mais je lui ai volé sa diapositive pour reprendre cette courbe qui montre qu'effectivement, en quasiment un siècle et demi de progrès, le cancer colorectal, c'est expérimental. On a transformé le pronostic des patients. Et c'est vrai que si vous voyez la courbe de mortalité, elle descend, mais de façon drastique. C'est incroyable comme on peut guérir les gens. Mais ça fait autant de personnes qui vont survivre. Et vous voyez que la courbe de morbidité, elle baisse grâce à tous les progrès qu'on a pu faire, mais qu'elle a tendance à baisser quand même beaucoup moins vite que ne s'améliore la mortalité et la survie des patients. Et pour quelle raison? Probablement parce qu'à long terme, on découvre aussi des conséquences qu'on ignorait au préalable, des traitements qu'on impose ou qu'on fait subir aux patients. Alors en pratique, on a deux situations cliniques. Après André et après Frédéric, on a la complication liée au traitement des cancers pelviens un petit peu en général, et en particulier au niveau du cancer du colorectal. Ce sont principalement l'association de la chimiothérapie avec la radiothérapie qui ont un effet extrêmement bénéfique, on l'a vu sur les cellules tumorales, mais qui vont avoir un effet, on va dire, collatéral sur l'ensemble des tissus alentours. Et vous verrez qu'on a un petit peu d'expérience. Je passerai rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on commence à avoir un petit peu de retour et d'expérience grâce à d'autres cancers que le cancer du rectum. C'est ce qui me fait souvent sourire quand on entend que les militaires parlent de frappe chirurgicale. Je souris toujours en me disant si seulement ils savaient comme on peut avoir des dommages collatéraux sans le savoir. Et la seconde situation est la résection du rectum, où là on a le syndrome de résection antérieure du rectum, on en a parlé un petit peu, j'y reviendrai un peu pour expliquer ce que ça représente, et finalement ça fait à peine 10 ans qu'on connaît le syndrome de résection antérieure du rectum. À l'échelle des progrès médicaux, 10 ans c'est rien, donc on découvre encore cette pathologie. Alors pour les complications radiques, parce que c'est finalement sur ça que se concentrent les séquelles d'un traitement non opératoire au niveau de la sphère pelvienne, on a malheureusement beaucoup d'expérience et de nombreuses femmes ont payé un lourd tribut à ces irradiations avec les cancers gynécologiques, où on faisait de la radiothérapie externe et en plus on faisait de la curithérapie, c'est-à-dire qu'on apportait des doses d'irradiation colossales qui étaient à l'époque, dans les années 70 et 80, probablement pas aussi bien contrôlées qu'aujourd'hui, donc on avait des séquelles importantes. Aujourd'hui, les hommes rattrapent un petit peu la cohorte des femmes qui souffrent des séquelles radiques avec la prostate, puisqu'on irradie aussi beaucoup de prostate, et on a aussi des dommages collatéraux, notamment sur le confort anorectal. Et puis maintenant qu'on n'opère plus les rectums, mais qu'on les irradie uniquement, on découvre les séquelles de la radiothérapie, en particulier à long terme, sur ces rectums, et finalement, c'est peut-être pas beaucoup mieux que la chirurgie. Alors tout ceci est responsable de symptômes très invalidants qu'on appelle le syndrome rectal. Le syndrome rectal, ce sont des patients qui ont en permanence une sensation de réplétion dans le rectum avec le besoin d'évacuer du sang, du mucus, comme s'il y avait toujours une irritation qui forçait à avoir envie d'aller à la selle. C'est ce qu'on appelle le ténesme, cette sensation de réplétion rectale, et les épreintes, qui est liée à une inflammation du rectum. Les épreintes, c'est cette sensation de devoir évacuer quelque chose, et en fait, il n'y a rien qui vient quand on se présente à la selle. Et ça se répète parfois 10 fois, 15 fois par jour. Donc tout ceci est le témoin d'une inflammation de la muqueuse au niveau du rectum. Et aujourd'hui, on est bien embêté avec ça. On partage avec les gastro-entérologues le traitement de ces patients qui ont des séquelles au niveau de leur muqueuse. Souvent, ça survient en phase aiguë au cours de l'administration des rayons. Et on sait aujourd'hui que quelques années plus tard, 5 ans, 10 ans, on voit réapparaître un deuxième saut, un deuxième pic de symptômes en lien avec ces séquelles radiques. Je passe rapidement sur les méthodes thérapeutiques, mais aujourd'hui, on a les moyens d'améliorer les patients. On ne va pas dire de façon,
extravagantes ou magnifiques pour leur rendre un confort anorectal normal, mais si on arrive à augmenter d'à peu près 50% l'ensemble des symptômes, c'est déjà beaucoup, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est partagé entre des coloproctologues et des gastro-entérologues. On a aujourd'hui des techniques même modernes qui permettent d'améliorer cette situation, et on a toujours la stomie, j'y reviendrai. La stomie n'est pas un échec, c'est un projet dans le traitement colorectal. C'est une des armes. Alors on va se concentrer un petit peu sur le syndrome de résection antérieure du rectum. Pourquoi on a des séquelles quand on opère le rectum? Les chirurgiens ont l'avantage de poser la question. Les radiothérapeutes commencent à s'y intéresser avec leurs rayons, mais les chirurgiens ont l'expérience. Tout simplement parce que quand on a commencé à opérer les cancers du rectum, on ne connaissait pas bien la physiologie du rectum. Et on prétendait, et ce n'était pas tout à fait faux, mais on prétendait qu'on pouvait remplacer le rectum par un morceau de côlon. Et puis comme le calibre était un petit peu plus petit, on faisait une plastie, on l'agrandissait, on faisait des techniques opératoires pour faire ce qu'on appelait un néorectum. Foutaise. On n'a jamais réussi à transformer un côlon en rectum pour la simple raison que le côlon ne fonctionne pas comme le rectum. Le rectum est un organe qui physiologiquement est vide. C'est un réservoir vide. L'ensemble des personnes qui sont en face de moi, et moi d'ailleurs, maintenant, pendant que je vous parle, mon rectum est vide. C'est pour ça que je suis confortable. Parce que lorsque j'ai eu envie d'aller à la selle, je suis allé à la selle, et là mon rectum est vide, ce qui me permet de me concentrer sur ma présentation. Et vous, de m'écouter. Sauf pour ceux qui ont envie d'aller à la selle. Et je les invite à y aller, parce que c'est une situation inconfortable qui nécessite d'être soulagée. Ça, c'est le fonctionnement physiologique. Et donc, si on retire ce rectum et qu'on met le côlon à la place, lui, le côlon, c'est tout l'inverse. C'est une machine à former des selles en continu. C'est comme un tapis roulant qui amène des selles indéfiniment jusqu'au-dessus de l'anus. Donc quand on retire une partie du rectum et qu'on met le côlon à la place, on ne rend jamais le confort. Et on transforme les patients un peu comme lorsque vous vivez une gastro-entérite, par exemple, et que vous avez cette nécessité de vous présenter à la selle 10 fois, parce qu'il y a toujours des selles au-dessus de l'anus. Les gens à qui on fait une anastomose colorectale, qui plus est basse quand on enlève l'ensemble du réservoir rectal, ressentent en permanence le besoin d'aller à la selle, parce qu'il y a toujours des selles qui se présentent. Alors ça entraîne 3 types de signes. D'une part, des difficultés d'évacuation du rectum, parce que le rectum, l'air de rien, c'est un moteur. Le côlon, c'est un petit moteur. Le rectum, c'est un gros moteur. Donc, le rectum sait se vider en se contractant, en faisant une onde de contraction. Le côlon n'a pas cette onde. Il a des petites ondes successives qui se suivent. Et donc, le côlon ne peut pas se vider comme le rectum. Les gens à qui on enlève le rectum ne peuvent plus vider leur côlon. Même en poussant comme des fous, ça ne va pas aller plus vite. Contrairement au rectum qui, lui, est soumis aussi aux contraintes de la pression de la cavité abdominale. Ça entraîne aussi des troubles de la continence, avec donc des urgences et des fuites, car le rectum sert aussi à la continence puisqu'il est vide. C'est pour ça que nous sommes continents. C'est pas parce qu'on a un anus. Moi, je connais des patients qui ont un rectum, qui n'ont pas d'anus et qui sont continents, simplement parce que le rectum est vide, chez les gens qui ont des malformations anorectales. Donc l'anus, les gens pensent que l'anus fait la continence. C'est une erreur. L'anus fait une très faible proportion de la continence. Et enfin, on a des troubles de perception du rectum, de la selle, troubles de discrimination, c'est-à-dire que les gens ne savent plus faire la différence entre un gaz et des matières. Et ça, c'est quelque chose auquel vous pensez rarement, moi aussi, car ça nous paraît tellement naturel de pouvoir dire « Tiens, c'est un gaz, il suffit de le faire sortir, je serai tranquille » ou « Zut, c'est une selle, il faut que j'aille aux toilettes ». Donc la situation est radicalement différente et ça nécessite un système neurologique assez poussé, proche de l'horlogerie suisse, sur le plan de sa précision. Et donc, quand on opère les gens, fatalement, on va amputer leur continence. Alors aujourd'hui, on a effectivement un score, le score Lars, qui nous permet de grader cet inconfort. Alors quand j'entends André dire finalement on a un grand succès avec notre boost de radiothérapie supplémentaire parce qu'on n'a que 20% des patients qui ont un score supérieur à 30. Score supérieur à 30, juste pour que vous soyez au courant, c'est des gens qui ont à peu près 10 à 15 selles par jour, qui ont des fuites de selles tous les jours et qui ont une qualité de vie qui est amputée de façon extrêmement significative. Ce n'est pas les gens qui ont besoin d'aller un petit peu vite à la selle. Donc 20%, c'est déjà beaucoup. Et on pense aujourd'hui que globalement, on a 50% des patients qu'on opère ou qu'on irradie qui vont développer un syndrome de résection antérieure du rectum. Au moins la moitié. Alors, ce score est intéressant, il mêle à la fois des items de continence, d'incontinence et des items d'évacuation du rectum, donc il est intéressant. Alors, je vais juste mettre un petit bémol parce qu'on a des études récentes qui ont montré qu'en réalité, quand on adresse à la population générale le score de Lars,
On a à peu près 20% de la population générale qui a déjà un syndrome de résection antérieure du rectum, qui se rapproche probablement du syndrome d'intestin irritable. Mais globalement, tous ces patients qui vont avoir des syndromes, qui vont avoir des séquelles très importantes, peut-être qu'ils avaient déjà des problèmes avant. Seulement, on ne leur avait pas posé la question, mais on commence à s'y intéresser. Alors, pour essayer d'améliorer la situation, allez, les 4 points cardinaux, la stomie, j'en parlerai à la fin, la cerise sur le gâteau, peut-être le meilleur, je ne sais pas. Les autres approches, la rééducation, on dit physiothérapie ici, mais la rééducation, c'est vraiment majeur dans l'apprentissage du fonctionnement anorectal pour aider les patients. Les irrigations coliques, et puis la neuromodulation sacrée, ce qui est SNS en bas à gauche, j'y reviendrai assez rapidement. Alors, la rééducation, ça marche. C'est vrai que c'est assez décrié parce que le problème de la rééducation, c'est la standardisation de la rééducation. Tous les rééducateurs disent oui, c'est difficile de standardiser, c'est une relation avec le patient. C'est vrai qu'il y a peu de standardisation dans la rééducation, donc elle est assez peu évaluée dans la littérature. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'essais qui ont montré que ça améliorait de façon très significative. Au point qu'on pense aujourd'hui que si on peut faire de la rééducation avant le traitement du cancer colorectal, on va aider les patients à bien faire fonctionner leur périnée, car beaucoup de patients, et en particulier de patientes, se servent très mal de leur périnée. Donc si on leur apprend avant de faire les traitements, probablement qu'on améliore les choses. On ne l'a pas inventé, les urologues l'ont déjà inventé avec la prostate. Si on rééduque un homme avant de lui retirer la prostate, on a moins de fuite, moins d'incontinence. Donc ça vaut le coup de faire de la rééducation. Deuxième point, les irrigations. C'est vieux comme l'humanité, les irrigations. On fait des irrigations par l'anus depuis que l'humanité existe. Louis XIV, lui, a subi 1500 lavements dans sa vie pour pouvoir aider le transit, parce qu'on pensait qu'avec un bon transit, on gouvernait mieux la France. C'est peut-être pas une mauvaise idée à suggérer au gouvernement français actuellement. Et aujourd'hui, on dispose d'un matériel dédié pour faire des irrigations coliques, c'est le Peristeen, c'est le seul qui soit commercialisé aujourd'hui. Et ce dispositif est un dispositif d'auto-administration de lavement que les patients utilisent eux-mêmes. C'est une petite trousse, il y a une petite canule avec un ballonnet. Aujourd'hui, il y a même un dispositif qui va venir sur le marché qui n'a plus de ballonnet, parce que quand on a des montages chirurgicaux un petit peu compliqués, c'est parfois difficile ou douloureux de gonfler un ballonnet. Donc on met un petit cône et on administre 1 litre de lavement. Je vous rassure, les patients avaient inventé ça bien avant Peristeen. Hein. Je n'ose pas vous raconter l'historique de ce qu'on peut avoir en consultation entre les pommeaux de douche qu'on a dévissés en mettant une espèce de... Tous les modes d'administration de lavement ont été inventés par les patients avant qu'ils soient... Mais ce dispositif qui est aujourd'hui pris en charge est dédié, est quand même un petit peu moins dangereux que le pommeau de douche, surtout si on a un jet un peu puissant. Et ce sont les Genevois qui ont les premiers rapporté l'utilisation de ces irrigations coliques pour le syndrome de résection antérieure du rectum. Alors on peut les faire par voie rétrograde, ce qui se fait le plus aujourd'hui. Il y a aussi un dispositif pour mettre un petit cathéter dans le sécom et faire par voie antérograde. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est simple, le coût est raisonnable, mais c'est quand même contraignant. C'est-à-dire qu'il faut que les patients soient OK pour y participer. Mais vous voyez que quand on fait une étude spécifiquement pour le syndrome de résection antérieure du rectum, en rouge, c'est les patients qu'on prend en charge pour essayer d'améliorer le syndrome de résection antérieure. Donc c'est le score. Hein. En ordonnée, vous avez le score. Et en bleu, c'est les patients qu'on met en lavement. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Et sur ce graphique qui est absolument illisible, mais qui n'est pas fait pour être lu, mais juste pour regarder graphiquement ce que ça représente, vous avez ici le nombre de fois où chaque patient est allé à la selle pendant 3 mois pendant cette étude. Et ici, avec les lavements. Et ici, la population contrôle, c'était une étude randomisée où les patients n'avaient pas de lavement. Donc vous voyez le nombre, ici c'est 15, ici c'est 20. Donc vous voyez qu'on réduit drastiquement le nombre de passages à la selle quand on fait des irrigations coliques. Donc c'est probablement une bonne idée si le patient accepte ce principe. Alors la neuromodulation sacrée, c'est c'est un peu ésotérique. Pour tout dire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on met des pacemakers, les mêmes que les cardiologues, mais on les met au niveau de la fesse, et on vient stimuler avec un courant électrique, non pas le cœur, comme les cardiologues, mais les nerfs qui sont à destinée pelvienne. Et ça, en apportant un courant électrique pour réveiller l'ensemble de l'innervation pelvienne,
On améliore le fonctionnement du rectum et de l'anus et la vidange chez les patients qui ont un déficit à ce niveau-là. Et vous voyez que globalement, quand on utilise le score de Lars et qu'on administre ce courant électrique, cette neuromodulation sacrée, on améliore significativement le nombre de passages à la selle qui se réduit avec son fractionnement qui est moindre et le nombre de fuites et d'incontinence qui diminue au moins de moitié. Donc c'est bon à savoir. L'astomie. Alors l'astomie, c'est toujours une option. Pendant qu'on progresse pour essayer de rendre aux patients un bon confort en maintenant la continuité digestive, les compagnies, les médecins, qui eux s'intéressent aux patients stomisés, ne sont pas restés dans leur bureau à éplucher les pommes de terre et se limer les ongles. Et donc on a progressé en 15 ans en matière d'appareillage de stomie et de futur et d'innovation en termes de stomie sans poche, de réinstillation, de poches connectées. On avance exactement de la même façon que les progrès chirurgicaux ont avancé. Et c'est probablement une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, évidemment, Madame nous disait que sa qualité de vie était bien meilleure avec une stomie. Mais si vous dites, dans un essai prospectif randomisé, le but, c'est de tester la conservation du rectum. Vous avez un bras succès, on garde le rectum, et puis un bras échec, on fait une stomie. Et puis après, on comparera la qualité de vie. Mais présentez comme ça aux malades, c'est sûr que la qualité de vie sera altérée. Si vous présentez la stomie comme étant un projet, en disant on va vous opérer, on va faire une stomie, vous verrez, vous allez être guéri, ça va être formidable, la qualité de vie est déjà 3 fois meilleure dans ce groupe-là que dans le groupe qui a une stomie, on va dire, par défaut. Parce que tout le monde pensait qu'on aurait dû préserver la continuité. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir sur les indications de maintien de la continuité digestive chez les patients, et les patients qu'il faut orienter d'emblée vers une stomie, en bénéficiant de tous les progrès de l'appareillage et leur offrir une bonne qualité de vie tout de suite. Bon, souvent il faut quand même de la radiothérapie et peut-être un petit peu de chirurgie pour avoir une stomie efficace et bien guérir. Mais quand même, la stomie, ça peut être une véritable option et un projet. Et on dispose aujourd'hui de scores qui nous permettent de comparer continuité digestive, Lars et stomie. Et je vais vous faire plaisir, madame, aujourd'hui, toutes les études qui ont comparé les patients en stomie et les patients avec continuité digestive ont montré qu'il n'y avait pas de différence de qualité de vie. On a miraculeusement amélioré l'innovation en chirurgie, mais la qualité de vie est la même par rapport à une poche. Alors, pour faire la synthèse, et ce sera la dernière diapositive, parce que je ne voulais pas parler de réparer les choses sans se dire que la meilleure façon d'éviter les séquelles, c'est de les prévenir. Donc, probablement que quand on conserve le rectum, et il faut être honnête aujourd'hui, on a moins de séquelles. On en a, mais on a moins de séquelles que quand on enlève le rectum. Il faut aujourd'hui bien peser le bénéfice du traitement néoadjuvant, parce que c'est bien beau de faire de la radiochimiothérapie en disant on a 100% de guérison, mais est-ce qu'on a fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie à trop de patients qui peut-être auraient été guéris avec une petite chirurgie transanale sans traitement adjuvant ni néoadjuvant? Et ça, on ne sait pas aujourd'hui dans ces groupes de patients qui sont guéris, ceux qui auraient pu être guéris autrement, parce qu'on a toujours l'objectif de la guérison. Il faut privilégier, si on peut, la conservation d'une partie du rectum. Tous les progrès chirurgicaux nous ont rendus téméraires en chirurgie. On peut descendre tout en bas. Regardez, j'arrive à descendre tout en bas du rectum, j'arrive à enlever tout le rectum. Oui, mais si on peut en garder la moitié, c'est quand même pas mal. Celui qui enlève tout le rectum n'est pas meilleur que celui qui en enlève que la moitié. Et ça, il faut que dans notre esprit, on s'accorde à dire qui peut le plus, peut le moins. Il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Quand on fait une excision complète du rectum, qu'on fasse un réservoir ou une anastomose latérale, on a dit longtemps que ça a amélioré les choses. Aujourd'hui, on oublie. Il faut amener le côlon parce que c'est tout ce qu'on a. Et après, avec les méthodes que je vous ai présentées, on améliorera les patients. Et puis, enfin, peut-être qu'il faut s'intéresser à ce qu'est la fonction avant d'opérer les gens. Parce qu'on a des malades qui ne sont pas bien, qui ont un transit hyper capricieux avant qu'on enlève un bout de côlon. Ceux-là, ils ne seront pas améliorés par le fait d'enlever un bout de côlon, c'est sûr. Donc ça fait changer aussi la vision des choses. Ce n'est pas la chirurgie qui les a aggravés, c'est qu'ils avaient déjà quelque chose qui ne marchait pas bien au départ. Donc ça, il faut le savoir. Et enfin, en post-opératoire, et ce sera juste la phrase de conclusion, il faut qu'on essaie quand même de prendre en considération les conditions locales. Frédéric nous a parlé d'améliorer les complications, avoir moins de fuites anastomotiques. Ça doit rester un objectif parce qu'une fois que les tissus sont figés, ils fonctionnent toujours moins bien. Donc, et même si on fait de la neuromodulation, même si on fait des irrigations coliques, les patients nous sont souvent référés, quand on est un centre expert de réparation, avec des gens qui ont été opérés, qui ont fait des fuites anastomotiques, qui ont des séquelles, qui ont des sinus et des fistules restantes. Ces patients-là, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à rien. Donc, entre guillemets, à améliorer la situation. Et cela, il faut tout de suite
les orienter vers une stomie en leur disant, vous savez, vous serez beaucoup mieux. Et ne pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et des tentatives multiples. Il faut leur dire tout de suite, la stomie, ce sera l'option qui probablement vous offrira le meilleur confort. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que je vous ai montré que la chirurgie ne s'arrête pas à l'amputation de l'organe, que certains gastro ont prétendu que les chirurgiens n'avaient plus de travail et des oncologues à partir du moment où on n'opérait plus les cancers. Mais vous voyez que derrière, il y a encore des tas de choses à faire pour améliorer les patients. Merci.